à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine lance une réponse d'urgence pour contrôler les inondations dans le pays suite à la première inondation de 2021. Retour sur la pandémie mondiale qui a aussi des bénéfices. Elle a permis à la Chine de resserrer et renforcer un peu plus les liens qu'elle a avec l'Afrique. Toujours le Covid-19, 2 nouveaux cas locaux détectés au Guangdong. La situation est toujours strictement contrôlée par les autorités. Face au vieillissement de la population chinoise, de plus en plus de produits sont développés pour la retraite et le soin aux personnes âgées. La Chine réitère ses mises en garde et durcit sa réglementation sur les crypto-monnaies. Les éléphants migrateurs n'ont pas fini leur périple et continuent d'avancer vers le nord. Tous les détails à la fin de notre journal. On commence ce journal avec un point météo et catastrophes naturelles. La Chine a lancé une réponse d'urgence de niveau 3 pour contrôler les inondations dans le pays après la première inondation de 2021 et la menace de la montée des eaux. Le ministère des Ressources en eau a annoncé lundi le lancement de la réponse d'urgence de niveau 3 pour le contrôle des inondations alors que le pays surveille sa première inondation fluviale majeure de 2021. Le débit d'entrée d'eau du réservoir de Nirji, situé sur le cours principal de la rivière Nanjiang, dans le nord-est de la Chine, a atteint 4160 mètres cubes par seconde lundi à 14 heures d'après le ministère. Le niveau d'eau sur les cours moyens et inférieurs de la rivière Nanjiang devrait dépasser les niveaux d'alerte, a indiqué le ministère. Le ministère a envoyé 3 groupes de travail dans la province du Heilongjiang et dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord du pays pour guider le travail local de contrôle des inondations. Il a également incité à fournir des efforts pour intensifier la surveillance des conditions météorologiques ainsi que l'inspection et le renforcement des digues. Continuons avec une manière un peu différente d'aborder la crise sanitaire mondiale qui peut aussi avoir des avantages. Cette dernière a permis à la Chine de renforcer ses liens avec l'Afrique. Les explications dans ce sujet. À Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, les travaux de construction du futur siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, financé par la Chine, qui ont débuté en décembre dernier, se poursuivent à grande vitesse. Démarrée en avance, la construction de ce siège figure parmi les promesses faites par la Chine lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19 qui s'est tenu le 17 juin 2020. La Chine s'était engagée à ce que les pays africains soient parmi les premiers à bénéficier des vaccins chinois, à y dépêcher des groupes d'experts médicaux, ainsi qu'à favoriser les partenariats entre hôpitaux chinois et africains, entre autres. Malgré ses capacités de production limitées et une demande domestique considérable, la Chine a tenu ses promesses. Selon les chiffres officiels, elle a fourni et fournira des vaccins à plus de 30 pays africains qui en ont besoin. 46 équipes médicales chinoises ont également été envoyées dans les pays africains pour combattre le virus, en plus de 15 groupes d'experts. Ils ont pu apporter des solutions à la crise et du matériel sanitaire, a rappelé le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi. Et on continue de parler du Covid-19 avec l'annonce de nouveaux cas détectés au Guangdong. La situation est sous contrôle et des mesures sont mises en place. L'épidémie de Covid-19 continue de faire couler de l'encre. La province chinoise du Guangdong a rapporté lundi 2 nouveaux cas de Covid-19 transmis localement, a indiqué mardi la Commission provinciale de la santé. Les 2 cas ont été signalés respectivement dans les villes de Shenzhen et de Dongguan, selon cette même commission. Lundi également, le Guangdong a rapporté 5 cas confirmés importés. Selon un bilan établi lundi, la province a recensé un total de 2706 cas confirmés de Covid-19, dont 1140 cas importés. Actuellement, 221 patients sont en traitement à l'hôpital, d'après la commission. L'aéroport de Shenzhen est lui toujours sous haut contrôle après la détection du variant indien plus résistant au vaccin et plus contagieux que les autres sources du virus. Si l'épidémie progresse dangereusement dans certains pays comme le Brésil et l'Indonésie, elle est de plus en plus contrôlée au niveau mondial et notamment en Chine. Malgré ces nouveaux cas, l'éradication de l'épidémie avance toujours dans le pays qui injecte autour de 20 millions de doses par jour et mène une campagne de vaccination très active tout en gardant un protocole sanitaire. De bonnes nouvelles pour la mission spatiale chinoise. Le navire de suivi spatial Yuanwang 6 est rentré à son port d'attache après avoir achevé ses tâches pour les missions de Tianzhou 12 et Shenzhou 12.
Le navire de suivi spatial Yuanwang 6 est retourné à son port d'attache lundi après avoir terminé ses tâches de télémétrie, de suivi et de commandement pour le vaisseau cargo Tianzhou 2 et le vaisseau spatial habité Shenzhou 12 lancé jeudi dernier. Yuanwang 6, le navire de suivi spatial de troisième génération de la Chine, est resté en mer pendant 29 jours, naviguant plus de 5000 nautiques pour les 2 missions. Le 29 mai, la Chine a lancé Tianzhou 2, le vaisseau cargo transportant des fournitures, des équipements et du propergol, s'est amarré avec succès avec le module central de la station spatiale Tianhe le 30 mai. Le 17 juin, la Chine a lancé avec succès Shenzhou 12 avec 3 astronautes à bord pour la construction de la station spatiale. Yuanwang 6 a fourni une communication vitale entre le vaisseau et la Terre. En juillet, le Yuanwang 6 faisait déjà parler de lui lorsqu'il était parti effectuer des missions dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ce voyage en sens unique voyait pour la première fois un navire Yuanwang effectuer des missions dans les 3 océans d'une seule traite. De plus en plus de produits développés pour la retraite et les personnes âgées, le vieillissement de la population chinoise amène de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités économiques. Prendre soin des anciens est primordial en Chine. On le remarque notamment ces derniers temps car le marché des soins aux personnes âgées prend son envol grâce aux produits de retraite. Selon des experts, de plus en plus d'assureurs développent des produits pour cibler la demande croissante de soins aux personnes âgées en Chine. En effet, le pays compte une population vieillissante, ce qui crée de nouveaux besoins. Avec 18,7% de sa population âgée de 60 ans et plus, ces mêmes experts notent que la Chine est confrontée à des défis dans les systèmes actuels de sécurité sociale, de soins médicaux et de soins aux personnes âgées. Mais dans le même temps, cela crée également des opportunités dans le secteur financier. Avec la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus en croissance continue, la population vieillissante devrait atteindre 30% de la population totale, puis plafonnera pendant longtemps. Cela posera un grand défi pour les retraites, a déclaré Tong Ke-yong, professeur à l'école des sciences sociales de l'université Tsinghua et secrétaire général du China Aging Finance Forum, lors d'une conférence de presse à Beijing en mai. Le 15 mai, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances a annoncé que 6 compagnies d'assurance vie avaient reçu le feu vert pour développer une assurance de dotation commerciale exclusive dans la province du Zhejiang et à Chongqing à partir du 1er juin dans le cadre d'un projet pilote d'1 an. Les 6 sociétés sont toutes des assureurs de premier plan avec des succursales et un réseau de vente complet. Mais cela demande également des exigences plus élevées en matière de capacité d'exploitation et d'investissement des entreprises, a noté M. Zhu. Outre la retraite, les 264 millions de personnes vieillissantes peuvent également avoir besoin de nombreux services tels que les soins infirmiers quotidiens, les soins de santé et la gestion d'actifs. La China National Offshore Oil Corp a annoncé le début de la production de sa plateforme au large de Henan qui devrait alimenter les régions du Guangdong et Henan ainsi qu'Hong Kong. Toutes les précisions dans ce sujet. La China National Offshore Oil Corp, ou CNOOC, a annoncé le 17 juin que l'unité Deep Sea No. 1, une installation de production et de stockage de pétrole semi-submersible en eau profonde de 100 000 tonnes, démarrera sa production d'ici la fin du mois. L'installation, située dans les eaux au large de la province de Hainan au sud de la Chine, a été développée et construite par la CNOOC et devrait fournir 3 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année aux provinces du Guangdong et de Hainan et à la région administrative spéciale de Hong Kong. Selon la CNOOC, tous les équipements ont été installés dans la station énergétique et le personnel effectue les derniers tests avant sa mise en service. Bénéficiant d'investissements totaux de 23,6 milliards de yuan, soit 3,69 milliards de dollars, le projet fait partie intégrante des efforts du pays pour réduire son empreinte carbone dans le secteur de l'électricité et atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, a expliqué un expert. Situé sur le champ gazier Lingshui 17-2, le premier champ gazier auto-exploité en eau profonde de Chine, la plateforme de forage a une profondeur d'eau opérationnelle moyenne de 1500 mètres à quelques 150 km au large de la province insulaire de Hainan. Sa durée de vie est de 150 ans. La CNOOC a renforcé sa capacité d'approvisionnement en pétrole et en gaz et intensifié l'exploration pétrolière et gazière ces dernières années pour assurer la sécurité énergétique nationale.
La Banque populaire centrale de Chine a publié une déclaration visant à rappeler les restrictions concernant la crypto-monnaie et ses utilisateurs. La Banque populaire centrale de Chine a publié une déclaration annonçant la conclusion d'un accord avec toutes les plus grandes banques commerciales de la nation et l'un de ses plus grands fournisseurs de paiements électroniques afin d'aider à adopter une répression plus forte sur l'industrie de la crypto-monnaie et ses utilisateurs. Dans sa déclaration, elle a affirmé avoir parlé à des acteurs majeurs tels que la Banque industrielle et commerciale de la Chine, la Banque agricole de la Chine, la Banque de construction de la Chine et la Banque d'épargne postale de Chine, ainsi que le fournisseur de paie d'Alipay, et les a exhortés à resserrer le contrôle sur le crypto-trading et à s'abstenir de fournir toutes les formes de services financiers liés à la crypto-monnaie. Les seuls établissements et centres de paiement manquant à cette liste sont WeChat Pay et la Bank of China. La propriété de la crypto-monnaie est restée légale en Chine malgré une répression massive en septembre 2017 qui bannissait des échanges crypto et interdisait les offres initiales. Le résultat a été immédiat et les utilisateurs ont pu observer une baisse des cours du Bitcoin, de l'Ether et de Dogecoin et de la plupart des crypto-monnaies. En parallèle à ce rappel à l'ordre, la Chine continue de sévir contre les mineurs de Bitcoin. Après avoir émis plusieurs avertissements à l'égard des fermes de minage, Pékin a demandé aux fournisseurs d'électricité de couper le courant des sociétés soupçonnées de miner des crypto-monnaies. Ces mesures ont aussi influé sur le prix des crypto-devises. Et c'est le retour du périple des éléphants migrateurs qui continue de perturber le Yunnan. Après s'être séparés, ils se dirigent vers le nord. Voici tous les détails de la suite de cette histoire. Le troupeau d'éléphants migrants dans le sud-ouest de la Chine, dont nous avons pu suivre le périple durant ces dernières semaines, s'est enfoncé davantage vers le nord en rentrant dans le bourg de Shejie, à Yimen, district de la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, ont annoncé lundi les autorités. Le troupeau a voyagé de 9,3 km vers le nord entre dimanche 18h et lundi 18h. Ces derniers jours, il a fait des allers-retours dans les districts de Yimen et de Heshan, posant un grand défi pour le commandement et la coordination sur place de sa migration. En effet, ils ont longé de nombreux villages le long de leur route de migration et se sont dispersés, ce qui a ajouté des difficultés pour assurer la sécurité du troupeau et des habitants locaux, selon le centre chargé de surveiller la migration des éléphants. Un éléphant mâle qui s'est séparé du troupeau il y a 16 jours se trouve maintenant à environ 24,6 km de celui-ci dans une forêt à Kunming, la capitale provinciale. Les experts continuent à travailler sur des plans pour diriger la migration des éléphants et des mesures de précaution ont été prises pour assurer la sécurité des animaux et des habitants locaux. Lundi, un total de 186 personnes ont été mobilisées, 4106 habitants locaux ont été évacués et 100 kg de nourriture ont été offerts aux éléphants. Le troupeau a parcouru environ 500 km depuis son habitat forestier de la préfecture autonome d'Ai dans le Xishuangbanna avant d'arriver à Kunming le 2 juin. Durant plus d'un mois, les autorités ont envoyé des policiers pour escorter le troupeau, évacuer les routes pour faciliter son passage et utiliser de la nourriture pour le maintenir à l'écart des zones densément peuplées. Les éléphants d'Asie sont sous la protection étatique de niveau A en Chine et vivent principalement dans la province du Yunnan. Grâce aux efforts de protection accrus, la population d'éléphants sauvages au Yunnan est passée de 193 dans les années 1980 à 300 individus. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater.